Alors, j'ai préparé un petit PowerPoint, mais rassurez-vous, après tout ce que vous avez entendu au cours de ces 3 journées, je vais faire bref, pour ne pas vous encombrer plus longtemps, parce que vous êtes peut-être aussi attendus dans vos familles. Mais quand même, pour ceux qui me connaissent, je voudrais finir de vous déstabiliser un petit peu en vous racontant une petite histoire. Et à chaque moment de cette histoire, la même question va se poser. L'histoire débute à la maternité. Léa accouche de Lou. Léa a 20 ans, c'est une jeune étudiante. Et elle accouche d'un petit bouchon, Lou, qui arrive un peu endormi, trouvent les médecins accoucheurs. Et elle est seule. Elle dit que le papa de Lou, c'est Pierre, mais que Pierre, il vit dans la rue. Et que Pierre, il n'a pas pu être présent parce que rentrer à l'hôpital est une histoire trop difficile pour lui. Je tiens à dire que quand j'ai pensé à ce congrès, je me disais, mais comment je vais terminer? Et puis c'est une histoire que j'ai supervisée. Donc c'est une histoire qui existe. Et donc j'ai plaisir à vous présenter une réalité. Donc effectivement, au bout de 4 à 5 jours, le personnel soignant, les aides-soignantes, etc., se rendent bien compte quand même que Léa, il y a un petit peu de négligence passive auprès du bébé, elle n'est pas toujours là, elle n'est pas toujours disponible, elle n'est pas très présente à son enfant, et que donc le début du lien mère-enfant ne semble pas être optimum. Et alors on fait une réunion, et puis les inquiétudes s'amplifient parce qu'ils apprennent que Léa, elle est toxicomane. Et c'est les résultats de la prise du sang du bébé qui disent qu'effectivement, il est arrivé imprégné. Elle est effectivement un processus dépressif de longue date. Et que, non content d'être SDF, Pierre, il est toxicomane et qu'effectivement, c'est autour de ce partage des produits qu'ils ont vécu un moment ensemble. Mais en fait, c'est un couple qui est un couple tout en n'étant pas un couple. Parce que Léa, elle ne vit pas dans la rue, elle vit dans son petit studio d'étudiant, hein, et Pierre n'arrive pas à intégrer ni le studio, ni elle à tout lâcher, donc un petit oiseau fragile. Mais effectivement, ça s'amplifie, parce que Léa, elle se procure des produits, on la trouve en train de fumer avec le bébé, etc., etc. Donc on s'inquiète de plus en plus. Et on va faire appel via la maternité aux services sociaux. Et à ce moment-là, on va voir apparaître cette constellation particulière. C'est-à-dire que Lou va bien rentrer avec sa maman dans le studio de la maman, chez Léa. Et du côté de Léa, elle dit qu'elle est en rupture familiale, donc il n'y a pas de grands-parents de ce côté-là accessibles. Mais en revanche, se manifeste la maman de Pierre, cadre supérieur dans une entreprise célèbre dans la région, et que effectivement, la maman de Pierre, elle trouve un intérêt, elle est d'abord très discréditante de Léa. Elle ne s'en occupe pas, vous le savez, elle est négligente, et comment vous la laissez avec, vous la mettez en danger. Mais moi, je suis tout à fait disposé, moi, Hélène, à accueillir mon fils et ma petite fille chez moi, où j'ai de la place, j'ai de l'argent, j'ai de l'amour, et Lou peut nous aider à réparer Pierre dans sa toxicomanie, puisque Pierre le dit. Et donc, si vous êtes travailleur dans cette histoire, avec quelle famille vous travaillez? De quel côté vous prenez le problème? Alors, effectivement, dans l'histoire, vous allez voir que les choses vont se complexifier. Les travailleurs sociaux et l'accompagnement social va se faire pour renforcer le lien mère-enfant, un grand classique. Mais dans ce cas généré, Hélène, dans le discrédit qu'elle porte sur Léa, apparaît Louane. Louane, c'est la sœur de Léa. Louane, elle est mariée à Olivier, ingénieur de niveau supérieur, et ils ont 2 petites filles, 2 jumelles, qui ont quelques mois de plus que Lou, et c'est tout. Et Louane explique à Hélène,
et donc va générer auprès des services sociaux toute une ambivalence en disant « mais moi je suis très présente à ma sœur ». Hélène dit qu'elle peut accueillir Lou et Pierre, mais moi je peux accueillir Léa et Lou qui sont dans ce studio d'étudiants. Et je peux les accueillir à la maison parce qu'elle a un studio d'étudiants dans la même ville que la ville où nous vivons. Donc il n'y a pas de problème pour héberger cet enfant. Et effectivement, grand classique, les conflits s'amplifient, les choses se rigidifient et les communications entre Léa et Pierre sont plus possibles du tout. Et avec, ça ne favorise pas le climat mère-enfant. Et on apprend que Hélène, effectivement, est séparée de Jacques depuis quelque temps et que du coup, elle a effectivement, elle met dans la balance qu'elle a beaucoup de temps, beaucoup de place, beaucoup d'amour. Et les gens essaient de gérer les conflits et de protéger Léa et Lou. Est-ce que vous auriez eu la même démarche? Chacun, je vous laisse répondre dans votre tête. Hein. Mais peut-être que vous me répondrez, mais moi, ça dépend d'où je suis pour voir cette situation. Et puis des solutions s'imposent en 2014 parce que Léa décède d'une overdose et que donc il n'est plus possible, et elle décède comme toujours dans une situation d'urgence. Et donc Lou est placée par les services sociaux qui connaissent la situation en foyer d'accueil d'urgence parce que c'est la seule solution pour ne la mettre ni chez Hélène, ni chez Pierre, ni on ne sait trop où, hein, on veut réfléchir. Donc les conflits continuent, ça s'amplifie, et on va jusqu'au juge des enfants, et le juge des enfants va reconnaître Louane, tiers digne de confiance, par ce qu'elle apporte dans la situation, pour Lou. Et ça va changer complètement la situation, parce que le juge, par sa décision, eh bien, il permet cette représentation familiale, cette construction. C'est-à-dire que Lou va arriver, effectivement, va aller chez Louane et Olivier, elle a 4 ans maintenant, avec ses 2 cousines, et ça se passe bien, avec une mise en place d'une aide éducative en milieu ouvert et des visites médiatisées pour que Pierre continue à voir Lou ou reprenne contact avec Lou, puisque vous avez vu que c'était complètement séparé, et donc la place du père, etc. etc. Du côté d'Hélène, les choses évoluent aussi. Elle va sortir du conflit momentanément parce que Hélène, elle est d'une fratrie de 3 avec Rémi et Serge, mais elle a, c'est des choses qui arrivent, 2 parents, Marc et Jo, et Marc et Jo, ils développent ensemble une pathologie neurodégénérative à domicile. Et donc Hélène, elle est prise, on l'a entendu, hein, c'est la génération sandwich, où elle s'occupe de Lou, où elle s'occupe de ses parents, parce que ses frères ne s'occupent pas de ses parents, ne s'en sont jamais occupés, et disent, ils sont loin, ils sont dans le boulot. Elle a dit qu'elle avait du temps, de l'amour et de la place, donc tu prendras papa et maman. Alors on a quand même demandé à la Maya de s'occuper, ça c'est une private joke, on a quand même demandé à la Maya de s'occuper de cette situation parce que Hélène ne sait pas trop comment faire avec ses parents et puis les questions, elle est tiraillée là-dedans et tout ce qu'elle impose à son père et à sa mère ne sont pas nécessairement des bons traitements. On est dans cette situation qui semble installée et qui semble fonctionner. Parce qu'effectivement, Pierre vient aux visites médiatisées, ça se passe avec Lou, et Louane, Olivier, la famille à 3 se passe harmonieusement. Hélène étant sortie des conflits en s'occupant de ses parents, eh bien, il n'y a plus d'agitation. Donc quand il n'y a plus d'agitation dans une histoire, on dort. Parce qu'au moins, on n'a rien à foutre, on est tranquille. C'est comme si Lou ne devait plus grandir ou ne pouvait que grandir fille de cette famille. Le problème avec la vie, c'est que la vie se complexifie. Parce qu'effectivement, si ça reste en place, Pierre rencontre Julia, ils ont eu un petit garçon, Anthony, et Julia a un premier enfant d'une première union, Johan, qui a 3 ans, et on voit que les enfants ont tous là à nouveau le même âge, et sous la pression de Julia, Pierre dit, mais après tout, pourquoi je ne récupérerai pas ma fille ?
Et donc, il a des demandes, alors que Louane est toujours tiers digne de confiance, hein, mais il a des demandes pour récupérer sa fille. Vous êtes travailleur social, vous êtes psychologue, vous êtes psychiatre. On vous demande d'arbitrer ça. Vous donnez raison à qui? Quelle est la famille de Lou? Et puis la vie est quand même compliquée. Parce qu'en 2017, les choses vont se compliquer. Pierre décède d'un accident de la circulation. Mais Lou était chez Pierre et Julia depuis 1 an. Et suite à 2016, hein, parce que les services sociaux vont prendre la décision et le juge de remettre Lou avec son papa. Parce que, effectivement, l'autorité parentale, etc. Et donc, Lou vivait avec Anthony, Johan, depuis 1 an. Et avec le déplacement de Lou chez Anthony, enfin chez Julia, apparaît la nécessité d'une consultation en pédopsychiatrie pour hyperactivité repérée à l'école de Lou. Hein, on la déménage, apparaît l'hyperactivité. Et en même temps que l'hyperactivité, on remet une AEMO dans le circuit pour voir, parce que... et donc c'est dans ce cadre-là où il y a l'AEMO et la consultation en pédopsychiatrie qui se met en place que Pierre, dans un déplacement, décède. Ce qui pose maintenant la légitimité de Julia, là, dans le lieu où elle vit, alors que tout est mis en place pour le soin, dans cet endroit où elle vit. Et en 2018, les choses finissent d'exploser, puisque, miracle du miracle, le mari de Louane, Olivier, finit par trouver Julia très intéressante, dans le décès de Pierre. Et il la trouve tellement très intéressante qu'il décide d'aller vivre avec. Et donc, c'est où la place de Lou maintenant? Quelle est sa famille? Parce que nous sommes en 2018, je suis avec des brillants intervenants sociaux, et on en prend qu'Hélène a placé ses parents en maison de retraite, mais elle a trouvé un monsieur Francis très intéressant de son âge, et donc elle n'alimente pas les conflits, mais elle réinterpelle les services sociaux et le juge sur qu'est-ce que vous faites dans cette situation. Alors, et pour terminer, hein, vous voyez qu'on peut poser ça aux étudiants, quel que soit le niveau de leur étude ou leur niveau de leur formation, à chaque fois avec quelle famille je travaille. Et c'est vrai que quand on parle des pratiques actuelles avec les familles, il faudrait quand même compléter notre congrès de l'idée des familles nouvelles avec lesquelles on voudrait avoir des pratiques nouvelles qui ne sont peut-être pas les familles que l'on croit qu'elles sont, mais qui sont, et j'aime beaucoup, et je terminerai avec ça, j'aime beaucoup l'idée de Philippe Caillet qui dit « Nous ne devrions plus parler des familles, nous devrions parler des constellations affectives et nous devrions être des thérapeutes de constellations affectives. » C'est quand même un mot beaucoup plus clair quant à qui est qui, parce qu'on ne peut travailler que là où la vie nous mène avec les gens. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation de situation à la fois complexe et avec tellement de choses dedans et de questionnements. Je rajouterai je vais faire mon Dupont et Dupont, on nous a dit, donc je dirais même plus, constellation affective et éthique. Oui, je pense qu'il faut marcher sur 2 pieds. Il y a le pied de l'attachement, le pied des émotions, le pied effectivement des affects, mais la condition humaine est déterminée par la condition éthique. Et je pense que le cas que tu présentes est merveilleux de ce point de vue, parce qu'à chaque fois, il y a une question qui n'est pas une question que de droit, c'est-à-dire le droit ne dit pas quoi faire, c'est la question de la légitimité qui nous dirait le droit d'avoir droit, qui vient nous interpeller là. Et donc voilà, je rajouterai ça avec humilité, avec Philippe Caillet, pour qui j'ai profond respect, je dirais affective et éthique. Bon, il me revient de vous dire au revoir.
On a passé quand même un sacré marathon hein, pendant ces 2 jours et demi. Je ne sais pas vous. Moi, en tout cas, je pense que j'ai dû perdre 1 kilo. C'est bon pour moi. Je voulais vraiment vous remercier parce qu'on a remercié l'équipe qui a fait un travail extraordinaire. Remercier Eftassim qui a eu cette merveilleuse idée qu'on co-organise ensemble. L'université, ça fait des liens très très forts qui sont déjà engagés avec l'université et ça c'est très important je pense pour l'avenir de la thérapie familiale. Remercier aussi tous les orateurs qui ont accepté notre invitation et qui ont fait... Enfin, chaque fois que j'ai entendu quelque chose dans ces 2 jours et demi, c'était formidable, vraiment. Remercier aussi tous ceux qui ont décidé de nous envoyer une communication, de nous dire « Ok, on veut bien venir » et tout ça, qui sont venus à leurs frais. Parler pour nous et avec vous, partager leur expérience, partager. Et ça, c'est vraiment merci à tous ceux qui ont pris ce risque de venir exposer leurs pratiques ou leurs travaux pendant ces 2 journées et demie. J'oublie toujours des gens dans ces cas-là. Les étudiants de l'UT2J, qui dans la dernière ligne droite, quand on était à la Superbourg, sont venus gentiment filer un petit coup de main pour que vous ayez des sacs avec des pochettes et tout ça, tous les papiers qu'on nous a dit, qu'on nous a confiés. Donc merci aux étudiants de UT2J. À tous les partenaires, hein, on ne va pas les reciter, mais c'est vrai que le conseil départemental qui a accepté d'entrée de jeu de suite, de dire « Ok, on soutient votre initiative ». Donc remercier aussi le conseil départemental, l'Observatoire national de la protection de l'enfant qui est venu aussi, la Fédération Addiction qui a aussi rapidement donné son soutien à cet événement. Mais ce congrès ne serait rien du tout sans vous. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas à un moment donné, comment dirais-je, douté que ça allait se faire, ça allait pas se faire, est-ce qu'ils vont trouver des locaux, ils sont SDF, tout ça. Et finalement, vous avez tenu bon aussi, vous avez maintenu votre inscription et finalement, on a rempli cet amphithéâtre à plusieurs reprises. Donc merci, vraiment, merci beaucoup pour tous ces moments qui ont été partagés. Des congrès, il reste des petites phrases comme ça, hein, des petits trucs dans 10 ans. Hein, qu'est-ce qui reste d'un congrès? Il reste des traces émotionnelles, des ambiances, des moments fugaces comme ça, des trucs qui étaient... On se dit, ah, c'était important ce qui s'est passé là, qu'est-ce que c'était? Et voilà, et puis des petites choses, bien sûr. Et puis peut-être que j'avais dit en ouverture que vous pouviez faire des trouvailles. Et j'espère que vous avez fait plein de trouvailles. Moi, j'en ai fait pas mal. J'espère que vous en avez fait plein qui vous donnent envie, le désir de continuer à travailler et qui donnent de l'horizon à votre pratique professionnelle. Vraiment, merci à tous et bon retour. Merci Anne Chou, merci Thierry Darnay. Merci.